يسمحوا شمايم بتغير أرات بيمروا بقويم رمونا عمنا. Bonjour Jean-François Frouget. Bonjour Annie Gabriel. Nous poursuivons dans ce 9e entretien la découverte de la parabole des 4 terrains, appelée plus généralement la parabole du semeur. Cette parabole est la 5e du collier des paraboles du royaume. On la trouve chez les 3 évangélistes, Matthieu, Marc et Luc, et vous nous avez montré, dans l'émission précédente, qu'en fait, il y avait 4 paraboles en une, en recomposant l'ensemble dans le style oral. Style oral de la civilisation hébraïque, bien sûr, de Moïse à Jésus, style oral que nous essayons de faire découvrir aux auditeurs depuis 2 ans. Le cycle du grain de blé est le sujet de ce 9e entretien. Mais si vous le voulez bien, avant de demander aux auditeurs intéressés de prendre une feuille et un crayon pour dessiner le cycle que, avec vous, nous allons étudier, je vous demanderai de revenir sur les allers-retours permanents que vous avez faits entre l'Ancien Testament et les paraboles du Nouveau Testament tout au long des 8 émissions précédentes. Ces allers-retours n'avaient-ils que pour objet de donner le contexte culturel du monde hébraïque ? Non, certainement pas. Alors, le problème de la lecture de l'écriture, c'est précisément un aller-retour. D'abord, pour voir les textes dans leur contexte, dans le contexte historique, donc qui est étudié par ce qu'on appelle la méthode historico-critique. C'est-à-dire qu'on regarde les textes comme étant fabriqués, issus de l'activité d'auteurs humains qui ont vécu à telle époque, dans telle circonstance, dans telle culture. Alors le gros problème, c'est la lecture de l'écriture en tant que texte inspiré. Parce que l'inspiration que nous croyons de l'écriture sainte est quelque chose de spécifique et qui déborde la culture des gens qui sont inspirés. Alors, l'inspiration vient en quelque sorte illuminer de l'intérieur des gens qui s'expriment dans une certaine culture. Alors nous, lorsque nous lisons ces textes, nous pouvons les regarder comme uniquement issus de l'activité humaine, donc datés, de la culture, comme on dit. Et à ce moment-là, nous avons une très grande difficulté, d'ailleurs, à comprendre ce que veulent dire les gens qui ont vécu 1000 ans, voire 2000 ans avant Jésus-Christ. Puisque nous n'avons plus leur représentation mentale et notre culture a beaucoup changé. On ne se représente pas le monde de la même façon, ni notre propre vie, ni nos rapports humains, etc. Tout a changé. Cependant, il y a des constantes. Puisqu'en gros, les paysages, eux, n'ont pas changé. La Terre qui tourne toujours autour du Soleil, et les hommes ont des bras, des jambes et une tête, en principe. Bon. Donc il y a des constantes qui vont être précisément les images que nous pouvons voir dans le monde. Par exemple, les graines, donc comme le grain de blé, il y en avait déjà, peut-être moins perfectionné qu'aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup fait évoluer la génétique du blé, bien avant les manipulations génétiques d'ailleurs, par simplement les sélections. Mais il y avait, disons, des cultures de blé. Donc, pour peu qu'on ait vu un champ de blé, on a le contact avec la même réalité, mais à travers des images culturelles différentes. Alors, le problème de notre lecture, c'est d'arriver à un niveau d'observation et de contact avec la réalité qui ne dépendent pas, ou pas trop, de notre propre culture, pour ne pas projeter sur les anciens ce qu'ils ne disaient ni ne pensaient, et inversement, pour ne pas mépriser ce qu'ils ont dit, en disant tout ce qu'ils disent dépend de leur culture. Autrement dit, il y a un travail qui est notre travail pour
voir ce qu'il y a de commun et donc d'intelligible entre tous les hommes dans la géographie et entre tous les temps. Et c'est presque la même chose que la diversité ethnique ou géographique. Et les gens du passé sont comme des gens qui habitent un autre continent. Alors le problème, c'est est-ce que nous pouvons les comprendre ou non? Alors oui, moi je réponds oui, bien sûr, à condition non seulement de faire le travail de restitution de leur culture, mais à condition de franchir l'obsession et la fascination que notre propre culture exerce sur nous-mêmes. Puisque nous pensons que nous pensons le mieux possible et que nous ressentons le mieux possible que de tous les hommes. Mais c'est faux. C'est faux. Nous avons notre façon particulière. Donc il faut comment franchir dans notre propre culture les limites de cette culture. Eh bien, il n'y a qu'une seule façon de faire, c'est premièrement d'utiliser la raison, parce que la raison est commune universellement. C'est le point commun de tous les hommes, dans tous les temps, et d'être aussi inspiré, s'il est possible, que ceux qui l'ont été dans le passé. Alors, l'inspiration, si elle vient de Dieu, nous est également donnée, comme aux anciens. Et donc, nous pouvons les comprendre. Oui, donc on peut dire que c'est une signification culturelle inspirée. Alors, ce que nous croyons de la Bible, c'est que l'inspiration est venue illuminer leur langage et que les écrits qui ont été retenus, par exemple comme écriture sainte, ça n'est pas du tout par hasard, ça n'est pas n'importe quelle littérature, ça n'est pas la production du peuple hébreu, c'est la production de certains du peuple hébreu inspirés par Dieu. Et donc, les textes, par exemple des prophètes, étaient au moins aussi difficiles pour leurs contemporains que pour nous. Pourquoi? Parce que l'essentiel de ce qui est dit dans les textes prophétiques, bien sûr, en dehors du langage qui est leur langue, c'est leur sens inspiré, bien sûr. Donc, il ne faut pas croire que c'est un texte spécifiquement culturel, comme nous avons tendance à croire. Parce que nous, nos textes, quand ils ne sont pas inspirés, et la plupart ne le sont pas, sont effectivement parfaitement dépendants de notre culture et de notre humeur à nous. Donc nous allons projeter notre propre subjectivisme sur les textes inspirés. Or, la caractéristique d'un texte inspiré, comme quand on lit Isaïe ou Jérémie ou d'autres, c'est que précisément ça ne dépend pas de l'humeur, ni même de la culture proprement dite de celui dans lequel l'inspiration s'inscrit. Mais ça va utiliser la culture comme un instrument. Alors nous, si nous voulons comprendre par exemple la parabole du semeur, qui est dite par Jésus, là aussi il y a une certaine distance temporelle, il y a 2000 ans, mais nous pouvons très bien y parvenir si nous entrons dans la logique des images que Jésus propose, puisque s'il y a un inspiré, c'est bien Jésus, puisque non seulement il a l'inspiration comme n'importe quel prophète, mais nous croyons, quand nous sommes chrétiens, qu'il est vrai homme et vrai Dieu. Donc il a une certaine science qui dépasse tout à fait la science ordinaire. Alors comment il va faire? C'est très très impressionnant quand on lit de très près les paraboles. C'est qu'il va utiliser quasiment exclusivement des images d'objets. Donc on peut retourner voir les objets qui n'ont pas changé. Quand il veut expliquer quelque chose sur le royaume des cieux, voilà quelque chose de... Puisqu'on est dans les paraboles du royaume. Voilà, c'est quelque chose de parfaitement abstrait. Pour nous, ça ne veut rien dire. Enfin, si on est honnête, royaume des cieux, qu'est-ce que ça veut dire? Donc nous attachons à comprendre ça à travers ces paraboles. Et pourquoi c'est possible? Mais parce que il va donner une analogie en nous faisant regarder des objets. Par exemple, le royaume des cieux est semblable à un filet qu'on jette dans la mer. Bon, alors évidemment, il faut aller voir un filet qu'on jette dans la mer. Mais aujourd'hui, il y a encore des pêcheurs qui jettent leur filet dans la mer. C'est pas difficile à observer. Encore faut-il l'avoir observé et non pas imaginé. Le royaume des cieux, c'est comme du levain qu'on met dans la pâte. Bien, c'est quand même
pas rare de savoir faire un peu de pain et d'avoir mis du levain qu'on a fait fermenter dans de la pâte. Donc il y a une expérience matérielle, si j'ose dire, des images vraiment très fondamentales qui sont à notre disposition et qui n'ont pas changé. Est-ce qu'on pourrait dire que ça conduit à un langage universel et que justement ça sort de la culture uniquement hébraïque, puisque ça s'est tout de même incarné d'abord dans cette culture-là? Que Jésus, en faisant ce travail, amène à un regard plus universel, puisque tous les hommes peuvent accéder à tous ces objets finalement. Oui, alors justement le propre de l'enseignement de Jésus, c'est de donner une clé vraiment universelle pour comprendre l'inspiration de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est encore, d'une certaine façon, dans une gangue culturelle. Bon. Ce que fait Jésus ne dépend pas de sa culture. Pourquoi? Justement parce qu'il utilise des images qui sont universelles, comme l'arbre, comme le lys des champs, comme les oiseaux, comme la maison. Vous voyez, le royaume des cieux, ça va être comme quelqu'un qui écoute la parole, qui construit sa maison. On a vu cette parabole, construire sa maison sur le roc, construire sa maison sur le sable. Il n'y a rien de proprement culturel. Puisque des maisons, nous savons encore ce que c'est, du roc ou du sable aussi. Le problème, c'est d'aller voir vraiment le roc, le sable, et de bien faire la différence. Et alors, qu'est-ce que c'est que ce travail? C'est d'aller voir le sens archétypal des images et des objets, et non pas d'être justement bloqué dans le sens culturel. Par exemple, on va dire, le sable, pour nous, ça évoque la plage. Oui, souvent. Pour la plupart des gens. Pour le maçon, ça va évoquer autre chose, puisqu'il sait qu'il va faire du mortier avec du sable. Donc ça va évoquer le travail. Hein. Mais pour la plupart des gens, disons que le sable va évoquer culturellement la plage et les vacances. Évidemment, un ancien n'avait strictement... son mode de vie. La notion de vacances n'existait pas, tout simplement. Hein, et aller s'exposer tout nu sur une plage, c'était absolument impensable, mais strictement impensable. Hein. Et donc, ces attaches culturelles au mot sable doivent être éliminées si on veut comprendre construire sa maison sur le sable. Hein. C'est autre chose qu'il faut voir. C'est la matière elle-même du sable. Hein. Et alors, si on fait ce travail, est-ce que on peut faire, par exemple, avec le grain de blé, avec les graines? Parce que on dit un grain de blé, enfin, c'est rare de manipuler un grain de blé. On en manipule des sacs et des tonnes. En général, c'est en quantité, le grain de blé. C'est toujours le sable et le grain. Hein, c'est toujours des multitudes qu'on manipule. Donc, il faut avoir ça dans l'idée. Et évidemment, peut-être s'être promené un peu à la campagne et d'avoir vu un semeur, c'est difficile aujourd'hui, puisque maintenant on fait tout mécaniquement. Hein, et donc, il y a dans les tableaux, on voit encore le geste du semeur, justement avec son sac. C'est très important. On va le voir d'ailleurs pour notre propre parabole. Et donc, ce travail d'aller voir les objets. Vous voyez, nous voyons un arbre. Alors pour nous, ça peut être décoratif, bon, c'est le long des routes, etc. Ou bien c'est utilitaire dans nos vergers, ou bien, etc., etc. Donc, on a tendance à projeter notre propre expérience. Mais il faut aller voir l'arbre pour lui-même. Et donc, essayer d'entrer en contact avec ce que l'objet sensible, l'arbre que nous voyons dans une forêt, au bord d'un chemin, qu'est-ce que cet arbre va nous évoquer au niveau archétypal. Et c'est un vrai travail. Et à ce moment-là, on va comprendre comment, lorsque Jésus guérit un aveugle, cet aveugle est parfaitement guéri, donc il va le voir, l'homme, comme un arbre. C'est dans sa marque. Et après, il va être rendu, d'une certaine façon, à une vision ordinaire, qui n'est pas la vision complète. Donc, si j'essaie de résumer ce qu'on a dit depuis un certain nombre d'émissions, où vous avez chaque fois emmené voir les images aussi dans la culture hébraïque des 2000 ans qui ont précédé Jésus-Christ, eh bien, il faut à la fois aller faire cette recherche
pour comprendre pourquoi Jésus utilise ces images dans son temps face à ses auditeurs, et en même temps aller regarder réellement les images en vérité aujourd'hui que Jésus nous propose. Bien sûr, parce que c'est le point d'universalité de son enseignement. Et du coup, ça nous permet de relire l'Ancien Testament avec une clé de lecture qui est universelle, qui n'est plus dépendante de la culture hébraïque où ça a été déposé en quelque sorte. Vous voyez ? Et quand on relit la Genèse ainsi, donc un écrit attribué à Moïse, au commencement Dieu créa les cieux et la terre, alors on va regarder les cieux et la terre. Pourquoi pas ? Mais non pas comme un mythe, c'est-à-dire qui raconte quelque chose d'imaginaire sur les cieux et la terre, mais comme un récit qui porte sur les archétypes qui sont liés à la terre et au ciel. Et on sait qu'on peut le faire parce que Jésus nous apprend à le faire. Voilà, alors si vous voulez, avant de passer à la deuxième partie de l'émission, je vais dire aux auditeurs que nous allons parler du cycle. Et s'il y en a qui veulent suivre l'émission, ils prennent un papier, un crayon pour suivre le cycle avec nous. Et je vais vous demander aussi, après la musique, de nous relire la recomposition orale de la parabole du semeur. Jean-François Froger, nous sommes dans la deuxième partie de cette 9e émission. Donc on a dit qu'on allait parler du cycle et montrer ce que la graine montre au niveau archétypal. Alors je vous pose tout de même la question, qu'est-ce que vous voulez dire en parlant de niveau archétypal ? C'est assez difficile à bien expliquer, mais on va essayer avec quelques mots simples. Par exemple, à propos de la graine dont nous allons parler, si nous voulons, alors on peut voir l'objet lui-même et faire de la biologie, regarder son code génétique, etc., les molécules dont elle est formée, bon, ça c'est la science contemporaine. Mais la graine évoque immédiatement ce qui est à l'origine de la vie. Mais une origine, précisément, qui est dans un cycle, parce que la graine va germer, donner de la végétation, fleurir et refaire de la graine. Vous voyez ? Donc, on va entrer dans ce cycle-là. Et par conséquent, par exemple, regarder une graine, c'est immédiatement être en contact, consciemment ou non, avec l'idée de cycle. Justement, ce qui est profondément typique de la graine, c'est qu'elle est un moment d'un cycle, son origine et sa fin d'une certaine façon. Et donc, vous voyez, l'archétype de la graine, justement, c'est quelque chose de type cyclique. Or, nous voyons, par exemple, dans le monde, l'archétype, c'est une forme qui est universelle et qui sous-tend beaucoup de réalités très différentes les unes des autres. Et c'est en ce sens-là qu'un archétype, c'est un principe au niveau de l'intelligibilité des formes. Alors, je sais que cette définition est un peu difficile, mais nous allons la mettre en application. Alors, on a un cycle, donc on fait un rond avec un crayon. Voilà. On peut appeler ça un rond sur le papier. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on va montrer sur ce rond ? Qu'est-ce qu'on va poser ? On va poser une origine. Oui. Alors, vous voyez, dans un cercle ou dans un rond, puisque vous avez raison, le cercle, c'est une idée mathématique. Oui, en fait, nous, on ne voit que des ronds. Des cercles, c'est très mathématique. Oui. C'est la formalisation parfaite au niveau idéal des ronds. Mais nous voyons dans la nature que des ronds. Même la Terre autour du Soleil fait des ronds, puisqu'il n'est pas tout à fait circulaire, comme chacun sait. Alors, c'est un peu elliptique, mais avec des variations aussi, d'ailleurs. Alors, on pose une origine, un grain de blé dans la nature. Oui. Alors,
on va représenter quelque chose. Donc on va pas toucher l'archétype lui-même, mais on va faire une représentation qui nous y conduit. Pour bien comprendre l'idée de cycle. Eh bien justement, il faut faire un rond, parce que le propre d'un cycle, c'est que de quelque endroit qu'on parte, on y revient. Mais il va y avoir donc comme une projection de ce qui se passe tout le temps. L'archétype est intemporel, parce qu'évidemment, la graine qui va en donner d'autres, et qui va se ressemer, donc on va retrouver la même figure, donc du grain toujours, qui est reproduit, mais bien sûr ce ne sera pas le même grain, ça va se distribuer dans une temporalité. Ce qu'on sème aujourd'hui, c'est ce qu'on a récolté l'été d'avant. Mais il y a une figure qui se reproduit incessamment, c'est justement cette reproduction du cycle. Et donc c'est un peu abstrait déjà, mais c'est là qu'on va saisir une idée archétypale. Eh bien, sur un cercle, il n'y a pas d'origine, mais on peut toujours tracer un point dessus. Alors, on peut mettre sur n'importe quel endroit du cercle un point et qui va représenter la graine. Et cette graine, donc c'est un moment de quelque chose qui se produit incessamment, qui est une figure universelle. Alors, on va parcourir le rond, et à un moment qui représente justement un certain temps du cycle, on va pouvoir représenter la graine qui a germé. Oui, la Donc, germination. La germination, c'est-à-dire qu'il y a une plantule qui paraît, et puis quelques radicelles. Ça va dans les deux sens, ça s'enracine en même temps. Alors c'est très important, parce que Jésus va employer la vérité de ces images pour exprimer quelque chose de plus profond et d'invisible. Alors on continue à faire le tour du cercle, et à un moment on peut faire que la plante s'est bien enracinée, elle a fait de la végétation, et même elle fleurit, parce que c'est du même type, la fleur est du même type que les feuilles. Là on est dans la végétation. On est dans la végétation. Et puis on parcourt encore un espace, et on va arriver au moment où la fleur a été fécondée, et où elle reproduit du grain. Il y a du grain dans un épi. Du fruit, quoi, on dirait. Elle fait du fruit, et au cœur du fruit, il y a une graine, en général. Même un pommier, il fait une pomme, mais au cœur de la pomme, il y a ce qu'on appelle les pépins, qui sont les véritables graines. Et dans n'importe quel fruit, c'est ainsi. Et pour les arbres, c'est pareil, les marrons, les glands, etc. On est toujours dans le cycle. Ah, tout à fait. Et toute la végétation, sauf évidemment les plantes à spores, qui ne sont pas des graminées justement, ou qui ne sont pas, n'ont pas ce cycle-là. Mais ils ont un autre cycle. Dans la nature, tout est cyclique, et même dans la nature physique. Bon. Et donc justement, on touche un archétype. Eh bien, si on regarde le cycle de la plante, une fois qu'elle a fait du grain, eh bien, les grains, quand le fruit mûrit, tombent par terre. Ils vont s'éparpiller. Ils vont s'éparpiller avec le vent, avec les oiseaux, avec beaucoup de choses, et ça se ressème. Et c'est ce que nous voyons dans la végétation naturelle, en montagne. Il n'y a personne, mais ça pousse et ça se reproduit et ça vit. Et d'ailleurs, nous débarquons sur la Terre, il y avait déjà beaucoup de végétation. C'est pas l'homme qui fait ça. Autrement dit, nous sommes dans un cycle naturel. Alors justement, je reprends. Dans le cycle naturel, il y a la graine, la germination, la végétation et le fruit. Et la mise à fruit. La mise à fruit. Et la mise à fruit. Et on retombe, la graine retombe par terre. On a quatre séquences. Il y a 4 temps dans ce cycle naturel. Voilà. Alors évidemment, il y a une certaine continuité dans le développement, mais nous repérons des temps dans le cycle. Et ça n'est pas arbitraire, puis ça correspond effectivement à des étapes de la végétation. Alors dans la parabole du semeur, il y a tout de même un semeur là. C'est pas la graine qui se ressème toute seule. Non. Alors précisément... Qu'est-ce qu'on fait de ce cycle ? Eh bien, on va regarder comment l'homme peut intervenir dans un cycle naturel. En fait, tout se passe comme si il brisait le cercle, ou il l'ouvrait, pour s'introduire dans le cycle naturel. Donc on fait un autre rond à côté, mais plus grand, pour pouvoir y introduire l'homme. Et on va voir qu'il y a 2 temps nouveaux
qui vont s'introduire. Donc on va avoir un cycle à 6 points et non pas à 4 points. Alors c'est très important, mais ça fait jouer en plus la symbolique des nombres derrière. Parce que 6, ça rappelle aussi les jours de la création, finalement. Bien sûr, et il se trouve que quand on nous raconte la création, on nous le raconte avec 6 jours. Et c'est pas du tout par hasard, parce que ça nous met en contact avec un cycle à 6 points. On va voir qu'on va pouvoir superposer d'ailleurs les cycles au niveau archétypal. C'est parce que on prend les formes semblables et on les identifie pour entrer dans une forme plus profonde, plus principielle. Mais n'allons pas trop vite. Non, on est avec le semeur. Alors, qu'est-ce qu'il fait, ce semeur? Le semeur, il intervient sur un point. Il va récolter la graine. Donc, il récolte avant que le fruit tombe. Avant que le fruit tombe, sinon il ne peut rien récolter. Donc on va couper les blés avant qu'ils soient parfaitement mûrs. Sinon la récolte est perdue, puisque le grain tombe par terre. Donc il faut justement surveiller, c'est un moment d'attention très important pour ceux qui font la moisson, c'est d'intervenir lorsque le grain est mûr déjà, mais pas trop pour qu'il ne se répande pas par terre. Et donc il faut intervenir à un temps très très précis, avant la chute du grain. Donc, tous ceux qui ont travaillé à la campagne connaissent ces choses-là. Et donc, le temps de la moisson, c'est le temps où le fruit mûrit. Donc, le grain est encore sur tige et l'homme vient couper les tiges. Donc, il y a un point commun entre un des points du cycle naturel et de l'intervention humaine. Ensuite, évidemment, si on récolte les grains, c'est pour que ça ne se ressème pas tout de suite. On met un temps de retard, on récolte le grain, c'est-à-dire on va le mettre dans un grenier. Le terme le dit d'ailleurs, le grenier c'est le lieu des grains. Bon. Et on va, pourquoi? Mais pour pouvoir ensuite choisir le lieu et le moment où on va le mettre en terre, c'est-à-dire on va rejoindre le cycle naturel. Et bien il y a un autre temps intermédiaire, c'est qu'il va falloir sortir du grenier, et on ne sort pas son grenier pour aller au champ, on ne transporte pas le grenier. Il faut le mettre dans des sacs, le grain, pour le mettre dans des machines ou pour le semer à la main. De toute façon, il y a ce temps de mise à l'ombre. À l'ombre, moi je dirais. Parce qu'en fait, dans le grenier est à l'ombre, dans le sac aussi. Ah, bien sûr, c'est caché, tout ça est caché, tout ça n'est pas au soleil en tout cas. Et qu'on parte avec son sac ou avec sa benne, pour aller faire ça mécaniquement, il y a un moment de transport entre le grenier et le champ. Donc il y a un deuxième temps proprement humain qui est le transport du grain dans un sac, pour faire une figure. Et puis, on retourne dans le champ et on répand le grain, comme il se serait répandu naturellement, sauf que là, ça n'est plus par hasard, c'est dans un lieu choisi, dans un temps choisi. Avec une intention particulière, puisque ce n'est plus l'aléa là qui le gouverne, c'est le semeur. C'est en partie, alors c'est le semeur, justement, qui introduit une loi dans le cycle naturel. Le cycle naturel est réglé par les lois de la nature, les lois de la végétation, et la dispersion du grain est parfaitement aléatoire quand on laisse la nature faire. Eh bien, l'homme introduit sa loi dans une répartition qui va être bien mieux faite que par la nature elle-même, parce qu'on a nettoyé un terrain et on va répandre le grain de façon beaucoup plus régulière, et donc la production de la nature va être décuplée. C'est ça l'intérêt de cultiver d'ailleurs, et non pas de laisser les plantes pousser toutes seules, parce que si on faisait ça, l'humanité mourrait de faim. Donc l'homme intervient absolument dans la nature, mais évidemment à son propre profit, puisqu'il va y avoir un surplus de production de graines, et ce surplus, évidemment, on va pouvoir le retirer du grenier, non pas pour ressemer, mais pour aller faire du pain, par exemple. Alors, nous sommes en face de la structure de compréhension de l'harmonisation d'un cycle naturel et d'un cycle humain, de l'intervention de l'intelligence et de la volonté
dans un cycle naturel où nous voyons des lois et du hasard. Eh bien, nous avons des choses très importantes ici, puisque le cycle du grain qui nous est présenté dans la parabole du semeur, où on ne se soucie habituellement que des 4 terrains différents, ce cycle nous présente le mariage, donc, de la légalité du monde, en quelque sorte, ce qui est implacable, d'une certaine façon, les lois, Oui. mais de l'aléa, qui demeure à cause du temps, par exemple, s'il pleut trop, s'il y a trop sec et tout, la culture. Alors on essaye de parer à ça par des traitements, par de l'arrosage, etc. Donc on voit que l'homme lutte contre l'aléatoire, contre le hasard, justement pour y mettre son intention, et l'intention elle est faite d'intelligence et de volonté. Alors, si je regarde sur le dessin que je suis en train de faire en même temps que nous parlons, ces 6 points, on pourrait dire qu'on va les mettre diamétralement opposés, puisqu'un cercle, ça se divise très bien en 6, hein, c'est même l'idéal. C'est sa division naturelle. Voilà. Donc, on aurait en face de la germination le grenier. Oui. En face de la fructification, le sac. Enfin, le sac. Non, en face de la végétation. Ah, pardon, en face de la végétation, le sac. Oui. Et en face de la fructification, la graine qui est semée. D'accord. Voilà. Et d'ailleurs, c'était le point d'ouverture du cycle naturel. Oui. Vous voyez, c'est comme si on avait ouvert le cercle et ajouté 2 points. Et c'est là que Jésus dit dans la parabole, écoutez, un semeur est sorti pour semer sa semence. Oui, et on voit que la répétition n'est pas inutile. Alors ça va évoquer, écouter, donc il s'agit d'écouter. Ah, donc tout le problème de la parabole du semeur, c'est de nous apprendre ce que c'est que l'écoute humaine. Ah, pour apprendre ce que c'est que l'écoute humaine, Jésus nous fait regarder un semeur qui sort semer. Quel est le rapport? Eh bien, nous allons le voir. Hein, mais c'est génial. Alors, effectivement, un semeur est sorti pour semer. Mais il sort d'où? De son grenier. Et il sort comment? Avec son sac. Ça n'est pas dit dans la parabole, mais c'est absolument nécessaire pour le comprendre. Et tandis qu'il semait, il en tomba alors au bord du chemin. Voilà. Alors, on va prendre un petit temps de musique pour continuer ensuite à faire nos analogies, si vous voulez bien. Jean-François Froger, nous continuons donc 3e partie de cette 9e émission sur le cycle de la parabole du semeur. Est-ce que vous voudriez bien nous le relire? On avait parlé de le relire, mais on est parti dans le cycle et on l'a pas relu. Alors on va la relire maintenant. Bien sûr. Et dans le style oral. Oui, c'est ce que on va reconstituer en fait les 4 paraboles, comme on avait déjà dit dans une émission précédente. Donc c'est une reconstitution. C'est pas le texte lui-même auquel d'ailleurs il faut toujours se référer. Et vous savez qu'une parabole, c'est toujours construit, c'est à quoi puis-je comparer X, il ressemble à Y qui. Voilà. Ça, je crois qu'on commence à le savoir. C'est une formule. Ah oui, mais c'est une formule qui permet de comprendre ensuite. Bon. Alors, à quoi puis-je comparer l'homme qui écoute la parole du royaume et ne la comprend pas?
Et donc je mêle les deux textes, le premier qu'on appelle la parabole du semeur et le second qu'on appelle l'explication de la parabole du semeur. Mais les sous-titres ne sont pas de l'auteur, hein, c'est-à-dire que c'est pas dans l'évangile. Et pour comprendre qui a parabole, il faut évidemment avoir l'image et la comparaison. La comparaison. Donc c'est les deux textes qu'il faut lire ensemble. Donc je les lis ensemble. À quoi puis-je comparer l'homme qui écoute la parole du royaume et ne la comprend pas? Il ressemble à de la semence qui tombe au bord du chemin et les oiseaux viennent et la dévorent. De même, ceux qui écoutent la parole et ne la comprennent pas, vient le malin et il enlève la parole de leur cœur. Ça, c'est la première parabole. C'est la première parabole, en fait. Il y a 4 paraboles en une. C'est économique. Deuxièmement, à quoi puis-je comparer l'homme qui écoute la parole du royaume et qui se scandalise? Il ressemble à de la semence qui tombe sur le rocher. Et aussitôt, elle lève, et comme le soleil se lève, elle brûle parce qu'il n'y a pas de racines et elle sèche. De même, ceux qui écoutent la parole et aussitôt avec joie la reçoivent, mais il n'y a pas de racines en eux-mêmes, ils sont d'un moment, et quand advient la tribulation ou la persécution à cause de la parole, aussitôt ils se scandalisent. Troisième parabole. À quoi puis-je comparer l'homme qui écoute la parole du royaume et qui ne porte pas de fruits? Il ressemble à de la semence qui tombe parmi les épines, et les épines montent et l'étouffent, et elles ne donnent pas de fruits. De même, ceux qui écoutent la parole et la pensée de ce monde-ci, et l'erreur de la richesse, et les autres plaisirs de toutes sortes, qui entrent en lui, étouffent la parole, et elle ne donne pas de fruits. Quatrième parabole. À quoi puis-je comparer l'homme qui écoute la parole du royaume et donne du fruit au centuple? Il ressemble à de la semence qui tombe dans la bonne terre, et elle monte et elle croît, et elle donne du fruit 30, 60, 100 pour 1. De même, ceux qui écoutent la parole et la reçoivent et la comprennent et la gardent, donnent du fruit 30, 60, 100 pour 1. Donc nous avons 4 paraboles, autrement dit, 4 énigmes. Et si je repense au cycle, là il y a des moments où ça fonctionne pas, donc il y a des sorties de cycle. Alors si je rapporte la graine à son archétype, qui est de l'ordre cyclique, donc je regarde le cycle que j'ai construit avant, et je constate avec émerveillement que la parabole est construite sur les moments du cycle. Par exemple, le grain qui tombe au bord du chemin, c'est au moment où il est semé. Ça veut dire qu'il y a une sortie de cycle dès le départ. Ça va pas pouvoir germer seulement. On verra rien. On ne verra rien. Le deuxième, il tombe sur le rocher, mais c'est juste le moment où il germe. Le soleil se lève, donc on voit qu'il sort de terre. Donc il faut assimiler le moment de la germination avec le moment du lever du soleil. Ce qui va nous rapporter à un autre cycle, qui est le matin et le soir. On va le faire tout à l'heure. Ensuite, donc il y a une sortie de cycle sur le rocher, en fait. Il peut y avoir une troisième sortie de cycle. C'est au moment de la végétation, puisque s'il y a d'autres choses, des épines qui étouffent, eh bien ça n'arrive pas à maturation, c'est une sortie de cycle au 3e moment. Et il y a une sortie de cycle au 4e moment qui est la moisson. Et là, ce qui pourrait arriver, c'est que le moissonneur arrive trop tard, ne sache pas moissonner. Mais ça n'est pas dit parce que Jésus veut faire attention au fait que la plante a pu produire. Mais il y aura d'autres paraboles qui vont nous parler très spécifiquement de chaque sortie de cycle et même de ce qui se passe dans le grenier. Alors le grenier, c'est à l'ombre.
Tout à l'heure, vous avez parlé du lever du soleil. Ça a l'air en opposition sur le oui, cycle. Bien sûr. De la même façon qu'il y a la plante qui germe, qui paraît à la lumière et qui pourrait être desséchée si elle n'a pas de racines, si elle est sur le rocher. Donc ça ferait une sorte de cycle. De façon opposée dans le cycle, on se trouve dans le grenier. Parce que là, la graine qui a été récoltée rentre dans l'ombre en quelque sorte, et c'est l'équivalent du moment du soir. Parce qu'il y a un cycle naturel qui est derrière, c'est le cycle du jour et de la nuit. Donc on voit 4 moments qui sont dans le jour, c'est-à-dire la germination, la végétation, la mise en grain et l'entrée au grenier, et 4 moments qui sont dans la nuit, dans le grenier, parce que donc il y a des moments qui sont juste comme au crépuscule, c'est à la fois le jour et la nuit, et le grenier, donc ça va rester longtemps dans la nuit du grenier, ça va rester dans la nuit du sac, ça va rester dans la nuit de la semaille, puisque la graine va être mise en terre, par conséquent à l'ombre. Alors la chaleur et l'humidité va la faire germer, mais il faut qu'elle soit à l'ombre. Et puis il y a un moment où on est à l'aube, en quelque sorte, on est caché, mais quelque chose va paraître au jour. Vous voyez. Donc il y a bien 6 moments qu'on peut diviser dont 2 sont à la limite nuit-jour, à savoir l'aube, qui est la germination ici, équivalemment, et la mise au grenier, qui est l'entrée du jour dans la nuit. Et donc on va avoir, derrière le cycle de la graine, sous-jacent archétypalement, le cycle du jour et de la nuit. Et bien sûr, tout ce qui est de l'ordre du jour, de la lumière, se rapporte en profondeur à la conscience, à la prise de conscience, et à l'illumination. Et tout ce qui est dans la nuit, à l'inconscient, et à ce qui s'y passe, au rêve, au songe. Et on verra dans d'autres paraboles que c'est très important. Par exemple, l'ennemi qui vient semer de l'ivraie, il vient de nuit, bien sûr. Pourquoi ? Parce que c'est une opération qui est nécessairement inconsciente pour nous. Et donc, voyez que la superposition des cycles, le cycle étant un archétype, le cercle lui-même, mais sur lequel s'inscrit l'ouverture de la nature, il y a la fusion de la nature et de la culture. C'est-à-dire ce qui se passe dans la nature, l'homme qui en prend possession par son travail, c'est-à-dire par son intelligence et sa volonté. Eh bien, ce cycle qui est fait de nature et de culture s'inscrit sur un autre cycle qui est fait d'inconscient et de conscient. Et voyez la richesse de l'enseignement duquel on va participer. Voilà, dans la prochaine émission, vous m'avez proposé de parler du secret du royaume des cieux. Donc, je ne sais pas, ce sera la dernière. Oui. Nous l'aborderons ensemble. Où se situe-t-il dans le cycle, ce secret ? Il a un endroit plus particulier ? Non, il est partout, mais il y aura un endroit plus particulier tout de même, en particulier dans le grenier, bien sûr. Voilà, merci Jean-François Froger. À la prochaine rencontre.